Bonjour tout le monde, mon nom est Yvon Poirier. Je suis le fondateur du groupe Mont-Saint-Malo. Pour les nouveaux arrivés, j'aimerais un peu expliquer comment est venue l'idée. La page Mont-Saint-Malo était vraiment au départ une page personnelle. Je voulais raconter mes souvenirs d'enfance. Ça s'est été provoqué par un événement particulier. Je revenais de faire un tour en moto il y a 2 ans. Et en descendant, j'ai arrêté, j'ai passé par Anna, Napoléon, et Marie-Louise. En tournant sur Marie-Louise, une chose me frappait. Toutes les maisons avaient des fenêtres, presque toutes avaient des fenêtres en PCV blanc, PVC. Ça m'a frappé parce que ça m'a ramené un souvenir dans mon temps en tout cas. Les fenêtres, c'était des fenêtres de bois avec des moustiquaires à l'extérieur. C'était toute une job. Et ça donnait aussi beaucoup de personnalité. Il y avait des fenêtres brunes, bleues, jaunes, blanches. Il y en avait toutes les couleurs. Et pour nous autres, c'était la fenêtre de Maison Blanche de, je sais pas moi, des Lavoie ou les fenêtres brunes des Tremblay, peu importe. Donc, cette espèce de standardisation-là me frappait. Tu sais, c'était comme sans âme. À la mode, plus efficace, mais sans âme. Là, je me suis dit que je devrais faire quelque chose sur mon cerveau, raconter mes souvenirs, simplement, puis laisser un peu à ma famille, puis un peu à ceux qui pourraient s'intéresser. Mais ça restait en plan, le projet. Quelques mois plus tard, j'ai renoué avec un nommé Michel Côté, qui était un ancien membre des Airzone. J'étais avec mon frère, qui en était un également. Et on s'était promis d'aller faire un tour ensemble. Malheureusement, il est décédé avant qu'on puisse le faire. Et ça m'a vraiment mis une notion d'urgence. Michel est un gars qui avait beaucoup vécu, qui avait fait toutes sortes d'affaires, et qui était un personnage très drôle, très sympathique, et qui aurait pu donner beaucoup d'informations sur la petite histoire de ce moment-là. Ceci étant dit, là, ça m'a donné le coup. L'objectif, c'était vraiment, au départ, ma page personnelle, me raconter, point. Raconter l'histoire de Saint-Malo. Mais grâce à Louise Nadet, que je tiens à remercier en passant, il y a eu un engouement, c'est explosé, la page, les gens se sont ajoutés rapidement. Et ça fait ressortir quelque chose. Il y avait une grande volonté de retrouver des amis, des amours peut-être du passé, que des gens avaient perdu de vue. Et le désir de se raconter des événements, des histoires. Puis les gens, au début, ont posté des centaines de photos vraiment extraordinaires, des photos qui traînent dans les boîtes de chaussures, dans des albums photos que personne n'a vu du tout, sauf la famille proche, je dirais, et qui traînent et qui racontent comment nous vivions. Comme moi, je suis anthropologue de formation, anthropologue socioculturel en particulier. Donc, ça veut dire que comment les gens vivent, la relation entre les parents, les enfants, l'État, la loi, le voisinage, la religion, le travail, tout ça m'intéresse parce que la vie, c'est tout ça et encore plus. Donc, ça m'a donné un peu des idées, puis je me suis mis à réfléchir à ce qu'était Saint-Malo. Saint-Malo, au départ, elle est jusque dans les années 70 environ, c'était avant tout un village. Mais vraiment un village dans le sens très strict du terme, qui était issu d'un ancien modèle de la conquête et de la colonie. C'est-à-dire qu'il y avait une église et autour de ça, tous les services, par exemple la banque, les écoles primaires, la salle paroissiale, tout ça était autour du presbytère, autour de l'église, et la ville grandissait autour de ça, le village grandissait autour de ça. Quand on regarde les photos d'époque, de 1800 environ, les photos de Saint-Malo et des Saint-Sauveur sont rares. Pourquoi? Bien, Saint-Malo a été fondé à peu près à cette époque-là, donc ça avait tout des champs. Il y avait encore des encans de chevaux, il y avait encore des abattoirs, toutes sortes de choses. On était vraiment dans un milieu rural. Ce modèle rural-là a été copié autant de fois qu'il y a eu des paroisses à gauche et à droite. Mais toujours sur le même système. Mais l'esprit de clocher, ce fameux esprit de clocher-là faisait que on vivait à l'intérieur d'un très petit rayon, peut-être la surface de la paroisse. Tous les services étaient là. Il n'y a pas de centre d'achat, il n'y a pas de grands endroits de vente et d'achat. Donc, tout tournait autour de ça. Et ça créait une mentalité, vraiment un esprit de clocher. Là. Nous autres, on est meilleurs qu'eux autres, puis eux autres, ils sont pas fins, puis ainsi de suite. Puis ça est resté vraiment très fort, aller jusqu'à l'arrivée du secondaire, où là, on a commencé à mixer les jeunes, les fameux boomers, ensemble. Et là, on a découvert que le voisin de l'autre paroisse, notre ennemi héréditaire, était un gars sympathique, une fille sympathique, qui savait, qui mangeait, qui écoutait la musique comme nous autres, qui allait dans des endroits similaires. Donc, le monde a explosé à partir de ça. Donc, ça veut dire que les générations des maudits boomers ont été vraiment
placés face à différents changements sociaux majeurs. Majeurs, par exemple, l'explosion de la sortie, tiens, pendant la sortie des églises de la vie quotidienne, on était tous enfants, faire les fêtes dans la rue, puis le baptême, etc., etc. Ça, c'est s'est envolé comme la structure familiale. Les enfants ont été placés en garderie, et il s'est passé quelque chose qui nous a fait entrer dans une modernité de plus en plus rapide et de plus en plus éloignée de qui nous étions et de ce que nous avons vécu. À cette époque-là, on se rappellera aussi que le financement était difficile et acheter des voitures, c'était onéreux, puis c'est difficile d'acheter une voiture. Donc, on vivait vraiment dans un petit rayon. Pour ceux qui ont vu les films Les Ploufs, qui ont lu les livres, ça se passait au coin de rue, ça se passait à l'autre bord du Bois-Charest, en fin de compte. Donc, on a hérité de les Ploufs montrent enfin qui nous étions dans les années 40-50. Mais à partir des années 50, en montant, il n'y a pas vraiment d'ouvrage majeur qui raconte le passé de nos paroisses, de Saint-Malo en particulier. Il n'y a pas vraiment de travail là-dessus. On est en fait un espèce de tampon entre les Ploufs et les modernités. On ne vivait plus comme en 1940, mais pas encore comme en 2000. Donc, on était à quelque part entre les deux. Puis, c'était quelque part entre les deux-là, ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup parce que tout a explosé. La religion a été sortie de partout. Le système secondaire, le système d'éducation a été repensé d'un bout à l'autre. Il est apparu les fameux diplômes qui deviennent une nécessité pour avoir un emploi décent. Et l'arrivée de la drogue, l'arrivée de l'amour libre. Nos pauvres parents élevés comme les Ploufs en ont eu vraiment plein la gueule. Ils ne savaient vraiment pas comment s'ajuster. Ils ne savaient vraiment pas comment réagir. Ne fût-ce que devant un devoir d'algèbre au secondaire pour un adulte, c'était le mystère total. L'arrivée de la drogue, pour les pauvres parents qui avaient des filles, quel casse-tête ça devait être. C'était l'amour libre. Donc, ça se gelait, ça baisait, ça faisait des temps. Ils ont été désemparés. Eux-mêmes étaient déjà une période de tension alors qu'ils commençaient à lâcher prise sur l'Église. Bon, on était très permissif, mais d'autres étaient encore très radicaux, et même encore aujourd'hui. Donc, ce mode de vie-là, qui était vraiment particulier, qui est, dans le fond, on pourrait facilement comparer le Saint-Malo des années 50, 80, 70, à n'importe quel petit village de campagne. Et on a vécu quelque chose qui aujourd'hui est pointé du doigt. On fait rire de nous autres, on est des méchants qui avons tout détruit la planète, etc., etc. Et ce n'est pas vrai. À cause de ceci, à cause de la disparition pure et simple de notre mode de vie, qui est vraiment attaqué de tous bords, de côté, on a un devoir de mémoire, on a le devoir d'enseigner à nos jeunes ce qui était de vivre à Saint-Malo en 1950, 60, 70, 80, 90, parce que c'est aujourd'hui considéré comme détestable, quelque chose qu'on ne doit pas aimer. On a le devoir, autant envers nos aînés qu'envers notre propre génération, de donner leur juste, de nous raconter, de présenter les choses comme elles étaient, de dire les choses, de les montrer avec des photos. Donc, autant envers les jeunes générations, autant envers les disparus, on a vu l'année passée, plusieurs personnes sont décédées. C'est autant de petites tranches de Saint-Malo qui disparaissent à chaque fois que quelqu'un ferme les yeux. Et on est placé face à un monde en pleine mutation où, si nous avions tous 10 ans et que nous reprenions notre vie, que nous ne passerions pas du tout devant les mêmes écuries avec l'odeur de fumier, devant les mêmes queues de motards avec les motos qui traînent, etc., etc. Les cordes à linge, hein, c'était le premier Internet, la première liaison avec fil, c'était bel et bien les cordes à linge. Il suffit de se rappeler comment les mamans sortaient sur la galerie pour parler de ce qui est arrivé à la rue des Pignons, au Petit Milo. Hein. On a tout entendu ces discours-là. C'est quelque chose de charmant, des petits restaurants du coin, qui était en fait le premier Facebook. C'est là qu'on s'organisait des parties de n'importe quoi fin de semaine, qu'on rencontrait des gens, qu'on portait des ragots, etc. Donc, c'est des éléments qui ont disparu. On voit aujourd'hui qu'il y a à peu près plus de commerce dans le genre-là. Les épiceries, les fameuses épiceries qui étaient là avant Steinberg, etc., les grandes surfaces, et qui marquaient, on se connaissait tous. Hein. Donc, on a tout ça à redonner, à laisser. On a vraiment ce devoir de mémoire-là. C'était un mode de vie qui était très traditionnel, complètement, à peu près similaire à peu de choses avec ce qui se passait après la conquête par les Anglais. Les curés ont ramené les gens autour, les curés catholiques autour d'eux, et ont réussi à maintenir à la fois des valeurs, des traditions et une langue qui, elle aussi, est en voie de disparition, on ne se cachera pas. Dans le fond, c'est tout simple que ça. Est-ce qu'on veut disparaître, se laisser disparaître, ou léguer notre histoire à quelqu'un?
la page a vraiment fait ressortir le besoin de se retrouver, mais aussi de se raconter. J'ai découvert d'excellentes plumes. Il y a des gens parmi nous qui avons vraiment un talent certain pour l'écriture. D'autres ont des trésors, des photos remarquables. Il y en a une, moi, qui me frappait, entre autres. C'est un homme qui tient un cheval par la laisse, au point de Corinne et Anna. Donc, on voit que c'est dans la terre battue et tout. Et c'est la pote au milieu. Donc, c'est des photos qui n'ont pas de prix, mais qui n'ont vraiment pas de prix. Ça nous a amené ce besoin-là à réaliser qu'on devait organiser des activités pour se raconter. C'est là qu'on a commencé à parler d'associations avec Joanne Daigle, Gaston Manzerold, Suzy Gagnon et Carole Fizette. On a fondé ou on a pris le fondement d'une association. La première activité qui aura lieu, après la grande vague de COVID-là, puis d'enfermement, puis de confinement, ça va être un dîner spaghetti au bar Le Doc, sur la rue Saint-Vallier. Pourquoi le bar Le Doc? Bien, c'est un des endroits, après celui dont le nom m'échappe, qui est au coin Saint-Joseph et Saint-Vallier, qui est un des plus pieds brassés du Québec, qui sert de local sans interruption depuis les années 50. Donc, c'est un endroit qui pour moi, là, en plus d'être la propriété d'un ami, je ne le cache pas, c'est un endroit qui est au cœur de l'histoire de Saint-Malo et qui est toujours présent. Donc, qui mérite de l'utiliser, mais aussi qui nous donne plein de facilités. Je remercie Marc Gingras, son propriétaire, un vieil ami d'ailleurs, qui était le seul à réussir à me faire du sport. Pas mal fort. Donc, pour ce dîner spaghetti-là, il faut réserver tôt. Il y a 204 places de capacité. Yes, plus de confinement. Donc, mais quand même, les places en vont assez vite. Vous comprendrez que nous, là, on doit verser de l'argent à Marc pour les réservations, etc. Donc, on vous demande de vous inscrire avant ce samedi. Nous sommes le 16 à l'instant. Avant le samedi 19, parce que le dîner a lieu le 26 mars. Donc, c'est samedi la target. Je vous invite vraiment là, à vous inscrire le plus rapidement possible. Ne comptez pas trop sur le paiement à la porte ou l'entrée à la porte. C'est 12 $. Ça inclut le spaghetti, café et dessert. Donc, c'est payable. Contactez Carole Fizette pour votre réservation via Facebook. Ensuite, par la même occasion, je vous invite à découvrir rien de trop beau pour Saint-Malo. On sait que c'était une expression qui tournait et qui tourne encore depuis, je dirais pas des siècles, mais depuis pas mal de décennies. Donc, nous avons décidé de produire une bière à tirage limité. La vente aura lieu jusqu'au 31 mars seulement. Il n'y aura plus jamais d'autres éditions de cette bière-là. Cette bière-là, le logo a été conçu par Marc Auger, qui a fait le même pour le T-shirt. Merci Marc. La bière se vend au coût de 10 $ en canette, mais la canette, elle va être vraiment splendide. C'est une édition limitée. Il y en a que 120. C'est très peu. Il y en a déjà plus de la moitié de parties. Donc, je vous invite vraiment à faire un effort et à m'en acheter une. La bière a été brassée à Québec, mais au-delà de ça, c'est vraiment une bière collection qu'on met sur une tablette, qu'on garde en souvenir. C'est vrai qu'il n'y a rien de trop beau, c'est moi. Fait que, pour en avoir commandé, passez par Joanne Daigle, qui est notre vendeuse de bière. Et c'est pas des blagues. Le 31 mars, on n'en fait plus produire. Il y en aura peut-être d'autres avec d'autres étiquettes, mais c'est certain qu'il n'y aura pas de reproduction de cette bière-là. Ça, c'est vraiment une bière de collection. Donc, on prend les commandes jusqu'au 31 mars à minuit. Ceci étant dit, j'ai mis des notes parce qu'on commence à être vieux. Il y a aussi le site web qui est sur le bord de se mettre en marche. Là. On a un bon plan qui va permettre bien des choses. Pourquoi? La raison est simple. Moi, ça fait plus de 40 ans que je fais de l'informatique. J'étais assez à l'aise. J'ai fait les premiers sites web de l'Association des étudiants en anthropologie à Laval, celle du département aussi, celle des étudiants en sciences sociales. Donc, vraiment, les tout premiers sites. J'ai fait celui de bien d'autres choses. Mais en tout cas, je suis à l'aise avec l'informatique, mais même en étant à l'aise avec l'informatique, j'ai remarqué que c'était parfois difficile d'utiliser Facebook quand on est moins doué ou quand on a moins de connaissances, ça peut arriver. Mais la grande difficulté que Facebook nous donne, c'est que ça fonctionne avec une espèce de mémoire tampon. Supposons une image, là, supposons qu'il y a 50 tiroirs, puis on met des messages, on met des vidéos, on met des photos. À chaque fois qu'on en met, la première partie s'en va et est remplacée par une autre. Donc, après un certain temps, ça avance. Fait que les premières photos qui ont été postées au départ
ont été perdus. Parce que parfois, de manque de place. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, bien, c'est difficile de trouver quelque chose sur Facebook quand on n'est pas familier. C'est vraiment difficile. On a vu une photo passer, on veut le revoir, on peut chercher des heures pour la trouver parce que ça avance constamment. Pardon. C'est aussi, quand il y a des discussions sur des sujets précis, là, je prends juste le fameux frère Rosaire qui a fait faire des cauchemars à bien des jeunes gars de Saint-Malo. Ben, à un moment donné, il arrive d'autres messages, puis ça se passe. Quand on vient pour essayer de reprendre, des fois, c'est très difficile. Donc, ça m'a amené à l'évidence que ça prenait un site web qui, lui, permet de conserver les informations d'une manière ordonnée, d'une manière précise. Par exemple, les rues. On peut avoir une section qui présente des photos de rue par rue. Donc, si vous cherchez la rue où vous restez, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a. Ou si vous avez quelque chose chez vous qui peut aller, ça vous donne envie de le mettre peut-être. Donc, juste pour ça, par exemple, pour vous situer, le plan qu'on a chez GoDaddy nous coûte 300 et quelques $ par année. Tout simplement parce que le site donne de la place pour mettre bien des choses, mais aussi et qui va permettre plein de possibilités. Mais avant tout, le premier but, c'est qu'une personne moins familière avec l'informatique puisse trouver ce qu'elle veut facilement. Donc, c'est un bon placement, mais il faut quand même rentrer d'argent. D'où la vente de temps en temps d'articles comme les t-shirts. Les t-shirts ont servi à lancer le site. Ben, la bière va servir à continuer, et ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre vraiment de laisser quelque chose de solide, vraiment solide. Il va aussi permettre de faciliter la vente des items parce qu'on aura un système d'achat en ligne. Du même coup, bien, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait ou tous ceux qui l'ont fait, qui n'ont pas tout mis, les cachotiers, à placer tout ce que vous avez comme photo ou comme document. Vous savez, ça va très large. Moi, depuis le début, je rêve de revoir un jacket de hockey ou de baseball, une casquette qui servait dans des petites ligues. J'avais vu un petit peu, mais pas vraiment. Je suis convaincu qu'il n'y en a pas encore. C'est très de bon pied de l'autre. Ou encore des fois, la vieille lampe que votre mère avait dans sa chambre, ou quoi que ce soit, une petite photo, pour documenter cette période-là. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a des excellentes plumes sur le site, plusieurs même, bravo, des gens qui définitivement savent écrire, savent se raconter. Je vous invite à me faire parvenir vos textes. Si vous les avez encore, vous avez déjà publié des textes de fond sur des sujets, allez-y, il va y avoir de la place pour les textes aussi, facilement accessibles. Il y aura aussi des photos, cartes de membre et la possibilité d'échanger, puis peut-être éventuellement la possibilité d'obtenir une adresse, votre nom, @montsaintmalo.org. Donc, tout ça, c'est bien intéressant. On va aussi lancer éventuellement des cartes de vente de membres. Pourquoi? Ben, c'est un peu pour financer tout ça, faire une appartenance. Et là, j'arrive au point qui est plus délicat. Pour qu'une carte de membre soit intéressante, il faut qu'il y ait des avantages. C'est sûr que dans les différentes activités qui vont venir, ceux qui possèdent une carte auront priorité d'achat, probablement à coût moindre que les non-membres. Ça, c'est une première chose. Mais on voudrait aussi développer un réseau de services, les escomptes à gauche, à droite, mais ça demande du temps. Et là, moi, c'est mon problème. Vous voyez, j'ai les cheveux très courts. C'est pas que je suis devenu punk nazi, non. C'est tout simplement que j'en suis à mon 3e cancer, qui est non opérable, qui actuellement me taxe beaucoup. J'ai 5 traitements de radio par semaine, plus 5 de chimio aux 2 semaines. Ça brasse beaucoup. Le dernier coup, je me suis ramassé à l'hôpital pendant 3 jours. Je n'ai pas ma voix des meilleurs jours comme vous le voyez. Donc, c'est pas opérable, comme je viens de dire, je pense. Donc, j'en suis vraiment à là. L'espérance de vie, si tout va bien, est de 2 à 3 ans après traitement. Vous voyez que c'est pas trop court, c'est pas trop long. Mais je pense vraiment que cette association-là, ce Mont-Saint-Malo-là est quelque chose de bien, de positif, de très sain. J'ai beaucoup aimé la nature des... Les échanges sont polis, courtois, peu importe entre qui, et je vous en remercie, c'est important. Donc, avec ça, je confirme le besoin que j'ai toujours envie que le site marche et toujours envie que ça fonctionne. Mais on a besoin de vous, on a besoin d'implication. J'ai plein d'idées que je ne pourrais pas réaliser. J'avoue qu'actuellement, ma priorité est moi. Une fois, je monte égoïste. Ceux qui me connaissent, c'est un exemple naturel. J'ai travaillé beaucoup en toxico, en coopération internationale, puis bien d'autres choses du genre, en syndicalisme. Donc, c'est toujours important, mais je dois vous faire confiance, je dois vous inviter à vous exprimer, à vous raconter,
à nous donner vos trésors, à les partager avec les autres pour que on ne meure jamais. Et les Japonais ont dans leur un petit coin de leur maison, ce qu'ils appellent l'hôtel familial, là, où on retrouve plein d'articles d'objets qui remontent à des générations dans des générations. Parce qu'eux disent, tant qu'on pense à quelqu'un, il n'est pas mort. Fait que donc, moi j'aimerais ça qu'on pense à Saint-Malo, puis qu'on conserve notre Saint-Malo dans notre mémoire tel qu'il était et qu'on l'affiche. Et qu'on ne soit pas gêné. Au contraire, on est chanceux. On fait partie de la dernière génération qui avait une famille autour d'elle. Une grande famille qui s'appelle le Moleux. Fait que ma gang de Moleux, je vous aime, puis je vais vous laisser sur une petite chanson, le temps de la mettre. Trouvez le son. On va laisser la place. On va laisser sa place. Je suis celui qui marche quand bonheur en arrache, quand l'amour le chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis celui